Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À l'examen des recours contestant les résultats de la présidentielle en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle s'est penchée ce lundi sur les 2 requêtes déposées. L'une d'entre elles est jugée irrecevable. Une coopération constructive entre les États, telle est la ligne de conduite prônée par le Maroc après le coup d'État orchestré par les militaires au Niger. Le Royaume insiste sur l'importance de préserver la stabilité du pays. Et puis le Nigeria en quête de stabilité économique. La Banque centrale du pays a décaissé près de 2 milliards de dollars pour résorber les arriérés de contrats de change. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'examen en République démocratique du Congo de 2 recours contestant les résultats de la présidentielle. Résultats selon lesquels le président Félix Tshisekedi est arrivé en tête avec 73,34% des voix. Ce lundi 8 janvier, la Cour constitutionnelle a planché sur ces requêtes. La première a été déposée par un citoyen congolais, la seconde par Théodore Ngoy. Le candidat malheureux à la présidentielle du 20 décembre réclame l'annulation du scrutin pour cause d'irrégularité. Pour l'heure, le premier recours est jugé irrecevable. Écoutons à ce propos Mukolon Kokesha, procureur général auprès de la Cour constitutionnelle. Dans le cas sous examen, le signataire de la présente requête, messieurs et Eche Mpala David, n'a pas prouvé qu'il était candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 pour prétendre ainsi solliciter l'annulation de la décision de la Commission électorale nationale indépendante numéro 130 CENI après 2023 du 31 décembre 2023. Il s'ensuit que la Cour dira la présente requête irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de son signataire. Et sachez que la Cour constitutionnelle entame son délibéré au sujet du recours déposé par Théodore Ngoy. Elle rendra son verdict d'ici le 12 janvier prochain. Dans l'actualité également, est-ce là le signe d'une future réconciliation ? Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan pose ses conditions en vue d'un dialogue avec son rival, Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des forces de soutien rapide. Des conditions dévoilées ce 7 janvier dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Parmi elles, le retrait des FSR de l'État d'Al Jazeera situé à l'Est. La publication de ces conditions intervient alors que le commandant des FSR a enchaîné les visites sur le continent. Le général Mohamed Hamdan Daglo s'est notamment rendu en Afrique du Sud, en Éthiopie ou encore au Rwanda. Sa première offensive diplomatique depuis le début du conflit le 15 avril 2023. C'était le 26 juillet 2023. À cette date, des militaires prenaient le pouvoir au Niger et renversaient le président Mohamed Bazoum. Un coup d'État qui a provoqué de multiples réactions au sein de l'Union africaine. Néanmoins, un État s'est démarqué par sa discrétion. Il s'agit du Maroc qui a souligné l'importance de préserver la stabilité du Niger. Cher Omar Kamara. Le Maroc s'inscrit en faveur de la stabilité et la sécurité comme élément essentiel pour le développement et le progrès de la région du Sahel. Le Royaume soutient le respect de l'ordre constitutionnel et la recherche de solutions pacifiques et consensuelles aux défis politiques rencontrés par le Niger, le Mali et le Burkina Faso après le changement de régime. D'après le ministère marocain des Affaires étrangères, la collaboration des pays est importante dans le respect mutuel, la coopération, le dialogue, le respect de la souveraineté et de l'indépendance de chaque pays. La position du Maroc a été claire dès les premiers jours. Et sur instruction de Sa Majesté le Roi, nous avons à ce moment-là publié un communiqué pour dire rappeler les 3 principes qui guident la politique du Maroc par rapport au changement au Niger et ailleurs. 1. Ne jamais intervenir dans les affaires internes. 2. Ne jamais arrêter les processus de coopération qui sont des processus d'État à État et qui sont des processus qui bénéficient aux peuples concernés.
Et 3, faire confiance aux élites, au génie des peuples africains pour trouver eux-mêmes des solutions appropriées qui garantissent leur stabilité et le bien-être de leur population. En outre, le royaume chérifien continue de plaider en faveur d'une approche diplomatique et d'une coopération constructive entre les États, soulignant ainsi son rôle en tant qu'acteur régional engagé pour la paix et le développement en Afrique. Nous avons maintenu tous les mécanismes de coopération. Je pense que les liaisons aériennes ont été maintenues, les mécanismes de coopération restent actifs et nous préparons pour les prochaines semaines la visite du Premier ministre du Niger au Maroc, qui sera l'occasion de parler d'autres projets de coopération de manière plus concrète. Donc on est dans cette lignée et pour nous, la stabilité des pays est fondamentale et la possibilité de processus endogènes pour permettre au pays d'arriver à répondre aux attentes des populations est fondamentale. En tant que pays engagé en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique, le Royaume du Maroc réitère sa détermination à respecter la démocratie et l'état de droit. La position du Maroc démontre son soutien indéfectible au maintien de la démocratie et de la stabilité en Afrique de l'Ouest et souligne l'importance des solutions politiques pacifiques pour résoudre les crises institutionnelles et politiques auxquelles est confrontée la région. Contre-performance du secteur pétrolier, dépréciation constante du Naira, autant de facteurs qui ont fragilisé l'économie du Nigeria. Pour assurer la stabilité économique du pays, la Banque centrale a déboursé au cours de ces 3 derniers mois près de 2 milliards de dollars, un montant décaissé pour résorber des arriérés. Les explications de Philomène Tine. Le Nigeria, première économie d'Afrique, souffre depuis plusieurs années de déséquilibres économiques qui ont entravé son développement. La chute des prix du pétrole, principale source de revenus du pays, combinée à une inflation accrue, ont accentué les pressions sur le marché des changes et créé des arriérés dans le règlement des contrats de change à terme. Consciente des enjeux économiques et financiers auxquels fait face le Nigeria, la Banque centrale du pays a consenti un investissement massif de près de 2 milliards de dollars au cours des 3 derniers mois de l'année 2024 pour résorber ces arriérés. Donc le déficit monétaire au niveau de la balance de paiement par rapport aux encours de dollars américains constaté au niveau de la Banque centrale du Nigeria pourrait être justifié pour plusieurs raisons. Des raisons d'ordre endogène et exogène. Au plan déjà endogène, on peut déjà citer la baisse du coût, notamment du baril du pétrole. Sur le plan exogène, la crise énergétique en Ukraine a créé une crise énergétique énorme. Le Nigeria est confronté à une inflation galopante. Au-delà de ces faits, il y a des faits liés à la corruption au sein de cette banque centrale. Fin décembre 2023, les réserves de change du Nigeria ont atteint leur plus bas niveau en 6 ans à 32,87 milliards de dollars en raison de la chute du Naira. L'unité locale a perdu plus de 50% de sa valeur en 2023, aggravée par la baisse de la production pétrolière. Ainsi, cette décision de la Banque centrale du Nigeria, en plus de restaurer la stabilité économique et de réduire les pressions inflationnistes, démontre la volonté de l'institution financière de soutenir la monnaie nationale du Nigeria, le Naira. Donc important aujourd'hui pour le Nigeria de négocier les facilités de crédit auprès du Fonds monétaire international pour pouvoir permettre à ce pays de rééquilibrer sa balance de paiement et pouvoir permettre à sa balance commerciale d'être plus compétitive sur le marché international. Et si rien n'est fait aujourd'hui, la première économie africaine serait impactée en matière d'importation. L'effet de contamination est clair, que le Nigeria étant la première économie africaine pourrait impacter les autres économies qui restent fortement liées en termes de chaîne de valeur de compétitivité par rapport à cette croissance économique nigériane qui est en berne depuis quelques années. Le Nigeria dispose de près de 7 milliards de dollars de contrats de change à terme arrivés à échéance. La résolution de cet arriéré serait une priorité pour le pays, mais la Banque centrale nigériane n'a pas précisé le temps que cela prendrait pour trouver les dollars nécessaires au remboursement des investisseurs. Agro-industrie, textile, confection, cuir et forêt-bois, des sous-secteurs sur lesquels le Cameroun mise pour renforcer la contribution des petites et moyennes entreprises au produit intérieur brut. D'après un rapport des autorités, le tissu économique camerounais est constitué à 99,8% de PME. Joël Ballot.
En 2024, le Cameroun compte sur la production locale des biens et de leur consommation pour atteindre un taux de commande publique de 60% avant 2030. Décidé à prioriser l'import-substitution dans la contribution des PME à l'économie nationale, Achille Basilekin III, ministre en charge des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, consacre son action au développement des chaînes de valeur et à la structuration d'unités industrielles. Il s'agit en fait de dynamiser le nombre d'unités de production industrielle pour donner un contenu à la vision du chef de l'État qui est celle en fait de voir le Cameroun monter en puissance dans la mise en œuvre de la politique d'impôt-substitution. En 2022, les unités industrielles ont atteint un effectif de 349 722 sur le territoire camerounais, l'équivalent de 99% du tissu économique national, selon l'annuaire statistique 2023 du ministère chargé des PME. Conscient de l'importance des PME dans le développement économique, les autorités locales ambitionnent de renforcer la structuration des unités de l'économie sociale. Les unités de l'économie sociale, comme vous le savez, ce sont des groupements d'initiatives communes, ce sont des coopératives qui participent en fait à la mise à disposition en fait de la matière première qui par la suite est transformée. Et donc de ce point de vue, lorsque nous avons tenu en octobre dernier les Journées nationales de l'économie sociale, nous avons effectivement arrêté un certain nombre de dispositifs qui vont être mis en œuvre tout au long de l'année 2024. Le MIPMESA compte concentrer ses efforts dans 3 sous-secteurs, le coton textile-cuir, le bois et l'agro-industrie. L'objectif est de positionner le plus grand nombre de PME autour des objectifs de développement de ces secteurs en vue de donner un contenu concret à la politique nationale de l'impôt-substitution et garantir à terme la prospérité de l'économie nationale. Il est le 3e pays d'Afrique le plus peuplé. D'ici 2030, l'Égypte pourrait compter 120 millions d'habitants. Une croissance démographique importante qui met les autorités en difficulté. Pour répondre à ce défi majeur, le gouvernement construit depuis 2016 une nouvelle capitale administrative. Les précisions de Zahra Mohamed Moudiou. En plein désert, à 50 km à l'est du Caire, l'Égypte bâtit une nouvelle capitale. 60 milliards de dollars. C'est le coût de ce projet du président Abdel Fattah al-Sisi, qui rêve d'un nouveau Dubaï. Nous avons beaucoup de demandes maintenant. C'est pourquoi nous devons commencer immédiatement la phase 2. Si la demande existe, alors après 1 an ou quelque chose comme ça, nous pourrons travailler sur la phase 3. Bâti sur une surface de 750 km², le projet est pharaonique. Il est présenté comme devant participer au développement économique du pays, où la démographie prend plus que jamais des allures de bombe à retardement. Dans la capitale, par exemple, on compte aujourd'hui 20 millions d'habitants, 50 000 habitants au km². La capitale est au bord de l'asphyxie. Dans la nouvelle ville, encore en construction, les autorités font le point. We have now almost 48,000. Nous recevons près de 48 000 collaborateurs chaque jour. Tous les ministres et certaines autorités et organisations publiques travaillent à partir d'ici. C'est depuis mars dernier, début juillet, que tout le gouvernement travaille avec moi, à commencer par le Premier ministre et tous les ministres et toutes les entités. 8 ans après le lancement de ce projet connu sous le nom de Nouvelle Capitale Administrative, son inauguration officielle est toujours attendue. Celle-ci a été repoussée à de nombreuses reprises et le chantier pourrait durer encore plusieurs années, malgré les avancées présentées par le gouvernement. Dans le reste de l'actualité, l'épidémie de choléra s'aggrave en Zambie. Selon les derniers chiffres publiés ce 7 janvier par le ministère de la Santé, 27 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures. Le ministère a également recensé 567 nouveaux cas. Avec ces nouvelles données, le nombre de décès s'élève désormais à 222. À noter que l'épidémie s'est propagée dans 31 districts. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.